commencer notre conférence. Merci en tout cas d'être venu un vendredi. Je sais que c'est pas évident, c'est pas facile. Surtout avec ce beau temps, on a plutôt envie de s'attabler sur une terrasse que de venir dans une salle pour écouter, même si c'est un sujet très important bien sûr. Donc l'exploitation du gaz de schiste, donc on a appelé cette conférence l'Algérie contre vent et marée, parce que comme vous le savez, le régime algérien, en dépit des dangers avérés de la méthode de fracturation, tant sur le plan économique qu'écologique, persiste et signe pour aller de l'avant et quitte à mettre en danger la population actuelle, mais aussi les générations futures. Donc la plupart des études, bien sûr, scientifiques montrent les effets dévastateurs du gaz de schiste. Pour rappel, l'extraction du gaz de schiste se fait par l'injection sous haute pression d'un mélange de produits chimiques, radioactifs et hautement cancérigènes, mais aussi par des millions de litres d'eau par puits. Environ 20 millions de litres à peu près. Je vous rappelle aussi qu'on est en présence d'une région désertique, à savoir Ain Salah, où l'eau représente quand même une denrée très très rare, et donc forcément qui a une valeur inestimable pour les populations locales. Donc, comme je disais, le bilan, on va dire, du gaz de schiste, il est très mitigé, car même sur le plan économique, l'extraction du gaz de schiste coûte très cher. Aujourd'hui, on estime, en tout cas sur des études aux États-Unis, qu'on est entre un coût de $50 à $80 en fonction des puits par baril. En Algérie, il y a de fortes chances que ça coûte beaucoup plus cher, encore une fois, parce que l'eau coûte plus cher en Algérie, parce qu'il est moins abondant qu'il l'est aux États-Unis, mais aussi le coût de la technologie en question. Parce que là, on est quand même devant une technologie très complexe et forcément qui est maîtrisée par très peu d'acteurs industriels. Et forcément, quand on a une complexité et très peu d'acteurs industriels, forcément le prix il est très élevé. Donc, il est vrai aussi néanmoins que les méthodes évoluent, donc, et les coûts d'exploitation par puits diminuent. Même sur le plan écologique, il y a une étude de MIT qui disait que par rapport aux 20 000 puits aux États-Unis qui ont été forés, les effets ou les désastres écologiques étaient néanmoins raisonnables. Il n'en reste pas moins que sur ce plan, l'exploitation de gaz de schiste est plus que problématique. On a cette image d'une femme au Canada, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où l'eau coule de son robinet et elle allume une cigarette et au fait cette eau elle est tout simplement inflammable. Donc vous imaginez quand même le désastre que ça peut être sur les populations locales. On peut parler aussi des risques de pollution des nappes fossiles, parce qu'en Algérie, elle a cette particularité, c'est qu'on est sur une nappe albienne qui s'étend de l'Algérie de l'ouest vers la Libye. C'est la nappe albienne la plus importante au monde parce qu'elle contient environ 30 milliards de mètres cubes d'eau. Juste à titre de comparaison, la nappe albienne parisienne, elle contient à peu près 475 milliards. Donc là, c'est des proportions tout simplement hors proportion par rapport à ce qu'on a ici à Paris. Donc il y a aussi l'eau utilisée, parce que le taux de recouvrement ou de filtration, parce que l'eau, quand on l'injecte, il ressort, donc on a un taux de recouvrement de 50%. Donc dans ce contexte, au fait, les habitants de Ain Salah, dans le sud algérien, donc aussi bien Ain Salah, mais aussi Ouargla, donc Tamanrasset également, ont refusé cette méthode, y compris la méthode au fluoropropane, qui est un produit à effet de serre avec un pouvoir de réchauffement 3000 fois supérieur à celui du CO2. Le régime algérien, depuis les manifestations de Ain Salah, Ouargla, Tamanrasset, est rentré dans une cacophonie puisque d'un côté on a un président qui dit on va pas faire l'exploitation du gaz de schiste. D'un autre côté, vous avez le Premier ministre et Abdelmalek Sellal
et le ministre des Finances, du pétrole, comme on l'aime à l'appeler dans le Sud. On ne l'appelle pas le ministre de l'énergie, mais du pétrole, parce qu'effectivement, depuis 50 ans, l'Algérie s'est concentrée que sur le pétrole et le gaz, contrairement à d'autres pays qui ont quand même diversifié leurs sources d'énergie, à savoir l'éolien et le solaire. D'ailleurs, l'Algérie, Ain Salah, d'ailleurs, c'est le point le plus chaud sur la planète. On arrive à 65 voire 70 degrés. Donc il y a un potentiel, un ensoleillement pratiquement toute l'année, et donc il y a un pouvoir inimaginable, c'est-à-dire en termes de génération d'électricité grâce au solaire. Et on se demande pourquoi le pouvoir algérien n'explore pas cette piste-là. Mais ça, à mon avis, on va le voir avec M. Malti sur les aspects un petit peu politiques. Donc voilà, pour ne pas trop tarder, donc pour ce sujet sur le gaz de schiste, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir M. Hossein Malti. Donc Hossein Malti, c'est l'ex-président de Sonatrach. Sonatrach, donc c'est la première compagnie pétrolière algérienne. Et il y a 2 ou 3 ans, elle a été classée la première compagnie africaine avec un chiffre d'affaires d'environ 80 milliards de dollars. Donc il a été aussi conseiller général de l'OPAEP, directeur général de l'Arab Petroleum Service Company, une holding pétrolière des pays arabes exportateurs de pétrole. Il est également l'auteur d'un livre intitulé « Histoire secrète du pétrole algérien » qu'on peut trouver aux éditions La Découverte. On a aussi le plaisir d'accueillir le docteur Thomas Porcher, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Le Mirage du gaz de schiste aux éditions Max Milo. Il est docteur en économie à l'université Paris-Panthéon, Sorbonne, professeur des marchés des matières premières à l'ESG Management School et enseignant en économie et géopolitique de l'énergie dans le master de l'université de Paris-Dauphine. Donc voilà, sans plus tarder, je passe la parole à M. Malti, qu'on aura tout le plaisir et le loisir d'écouter. Merci. Bonsoir. Bon, je vais essayer dans mon intervention d'expliquer d'abord très rapidement ce que c'est que le gaz de schiste, comment on le produit, pour ensuite parler du gaz de schiste en Algérie et de ce qui s'est passé ces dernières années depuis que l'on a commencé à en parler et à tenter de l'exploiter. Bon, le gaz de schiste, c'est tout comme le pétrole de schiste, sont les hydrocarbures à l'état brut. C'est l'origine même du pétrole et du gaz dit naturel que l'on produit par ailleurs. Et ce gaz est resté donc dans ce que l'on appelle la roche-mère, c'est-à-dire la roche dans laquelle il a été constitué, et il n'a pas migré, à l'inverse du gaz naturel qui, lui, a migré pour aller ailleurs dans ce que l'on appelle des réservoirs au sein desquels il a été piégé et que l'on exploite. Alors, cette roche-mère, donc le schiste, on l'appelle schiste, enfin, et il est devenu schiste avec d'abord le temps, les millions d'années, et puis les conditions particulières de thermodynamique, c'est-à-dire température, pression, etc., qui ont fait que la roche qui était à l'origine une roche sédimentaire s'est transformée en une roche d'une extrême dureté. Pour vous donner une idée, l'ardoise, c'est du schiste. C'est un peu ça, les roches de schiste, c'est ce type de roches. Et donc, ce sont des roches qui sont imperméables et qui n'ont pas de porosité. Donc perméabilité 0 et porosité 0. Néanmoins, dans les nanopores, c'est minuscule, mais justement nanopores, comme on dit, à l'intérieur de ces nanopores, donc se trouve le gaz. Et pour pouvoir l'extraire, il faut briser la roche, il faut casser la roche, et c'est à ce moment-là que le gaz sort. Alors, comme évidemment, tout cela se passe à 2 ou 3 000 mètres de profondeur. La méthode qui est aujourd'hui utilisée pour briser, pour faire éclater cette roche, c'est ce que l'on appelle donc la fracturation hydraulique. Alors la fracturation hydraulique, ce sont des quantités d'eau énormes. M. Taleb a mentionné le chiffre, c'est de l'ordre de 20 000 mètres cubes par puits, c'est 20 millions de litres d'eau qui sont utilisés donc dans chaque puits.
mélangé à une cinquantaine de tonnes de sable et à peu près 600 produits chimiques. L'eau étant sous une très haute pression, donc va fracturer la roche. Le sable va entrer à l'intérieur et maintenir la roche ouverte. Et les produits chimiques que l'on utilise sont des détergents, ont plusieurs fonctions. Néanmoins, ils sont extrêmement dangereux. Vous pensez bien que sur 600 produits, il y en a fatalement quelques-uns qui le sont. Et donc, il y a des produits qui sont cancérigènes, il y a du toluène là-dedans, il y a des produits... il y a toutes sortes de dangers que peuvent provoquer ces produits. Donc voilà un peu, grosso modo, ce que c'est que le gaz de schiste et comment on le produit. Maintenant, les dangers que présente cette technique, et le gaz de schiste en lui-même, c'est d'abord l'énorme consommation d'eau, puisqu'il faut, comme je disais, 20 000 mètres cubes d'eau par puits. Alors multiplier ça par des milliers de puits, parce qu'il faut des milliers de puits pour avoir une production correcte, de niveau correct. Alors vous voyez un peu les quantités d'eau que ceux-là qui sont consommées. Cette eau, dans le cas particulier du Sahara, bon, on la prend dans des aquifères, dans des couches qui sont là, comme l'Albien, c'est depuis la nuit des temps que ça existe, ou alors on la prend dans d'autres couches, le Jurassique, ou même quelquefois, pas très loin de la surface, à 50 ou 60 mètres. C'est ce qui se passe à Ain Salah. Et cette couche d'eau qui est à 50 ou 60 mètres de profondeur, les populations l'utilisent pour leurs besoins personnels. C'est une eau potable qu'ils boivent et c'est une eau qui est utilisée par les bêtes qu'ils élèvent, par la petite agriculture vivrière qu'ils ont. Donc il y a la grosse consommation d'eau et il y a la pollution que peut provoquer et le gaz lui-même et les produits chimiques qui se trouvent donc dans l'eau. Alors cette pollution, comment va-t-elle se manifester au cours de la fracturation? Parce que la technique, c'est de forer d'abord un puits horizontal, plutôt vertical, qui se transforme ensuite en puits horizontal. Une fois que l'on a atteint la couche de schiste, c'est à ce moment-là qu'on va attaquer la phase horizontale du forage pour essayer de pénétrer le plus loin possible à l'intérieur de cette couche. Alors, on peut aller jusqu'à 2 km de profondeur en horizontal. En gros, en moyenne, on parle de l'ordre d'1 kilomètre. Alors, sur les 1000 mètres donc, de forage horizontal, là, on va provoquer les fracturations. Et donc, il y a sur 1 kilomètre, je ne sais pas moi, tous les 10-15 mètres, il y a une fracture qui a été créée. Et évidemment, ces fractures, on ne les maîtrise pas. On ne sait pas jusqu'où elles vont s'étendre. Parce que si l'on sait, au niveau du forage horizontal, vertical lui-même, si on sait quelle est l'épaisseur de la couche, puisqu'on l'a traversée, on ne sait pas si cette épaisseur est la même ailleurs. Elle peut être beaucoup plus mince, elle peut être beaucoup plus épaisse, etc. Et par conséquent, déjà, le forage horizontal lui-même peut éventuellement traverser d'autres couches que des couches de schiste. Mais néanmoins, à supposer que ce soit que du schiste de bout en bout, néanmoins, ces fractures vont se transformer éventuellement en canaux de cheminement donc du gaz et de cette eau vers d'autres couches, plus haut ou plus bas. C'est en général toujours plus haut que ça se passe. D'abord pour le gaz, c'est très simple. Comme tous les gaz, ça remonte vers la surface, mais il se trouve que même pour l'eau également, l'ascension par osmose est beaucoup plus facile vers le haut que vers le bas. Alors il y a donc d'une part les fractures elles-mêmes, et il y a ensuite le forage lui-même. Quand on fore un puits, une fois que l'on a creusé, que l'on a fait un trou, on va placer un tube d'acier à l'intérieur pour protéger les parois du puits. Et derrière ce tube d'acier, à supposer que c'est ça le tube d'acier, on va envoyer du ciment qui va... et donc il y a une sorte d'anneau de ciment tout le long, mais ce ciment n'est jamais
imperméable à 100%. Il y a fatalement, il y a du vide, il y a des bulles d'air, il y a en fait toutes sortes de choses, et ce sont des canaux qui se transforment donc comme voie de communication entre les couches. Donc voilà, pour ce qui est cette pollution, évidemment, étant donné que l'on a traversé des couches d'eau, et entre autres la couche de l'Albien qui se trouve à peu près à 700 mètres de profondeur à travers le Sahara, bon ben, cette eau qui remonte depuis le bas, ou ce gaz, peuvent aller donc, dans cette couche d'eau, et si la couche de l'Albien est polluée, c'est la mort programmée pour toute la population et pour tout l'environnement. Hein. Il faut savoir que l'Albien, ce sont des eaux qui sont des eaux de pluie qui sont tombées sur les montagnes de l'Atlas et qui sont, par la voie naturelle, qui sont allées se déposer. Donc, on estime qu'il a fallu 700 ans pour ce cheminement depuis donc les montagnes de l'Atlas jusqu'au Sahara, où cette eau a été piégée, et ce sont des milliers de milliards de mètres cubes d'eau qui se trouvent donc dans cette couche. Néanmoins, même sans aller jusque-là, il y a également la pollution en surface, puisque cette eau est en partie récupérée en surface, donc avec ses produits chimiques. Et aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils la recyclent, cette eau, ils l'envoient dans des usines de traitement où elle est recyclée. Bon, elle n'est jamais nettoyée, je dirais entre guillemets, à 100%, mais néanmoins, elle est quand même recyclée, et ce sont des norias de camions qui se baladent entre les puits et les centres de traitement. En Algérie, évidemment, il n'y a ni centre de traitement, ni le nombre de camions nécessaires, camions-citernes, pour transporter ces quantités d'eau. Alors, qu'est-ce que l'on a fait? Vous pouvez aller sur Internet, vous verrez les images, ce qui a été fait au niveau d'In Salah, et pourtant on n'en est qu'au deuxième puits. Ce sont on a creusé comment dirais-je, des bassins. Pour les rendre imperméables, ils ont mis une bâche en plastique au fond, et on a vidé cette eau là au-dessus de cette bâche en plastique. Alors vous imaginez bien que cette bâche, fatalement, il doit y avoir qui sont déchirés à certains endroits. En plus de ça, ce sont des produits chimiques qui, au bout d'un certain temps, vont tout simplement attaquer complètement ce plastique, et donc cette eau va s'infiltrer. Alors, et comme je vous dis, au niveau d'In Salah, l'eau potable est à 50 mètres. Alors 50 mètres, c'est 3 fois rien, hein, pour ces eaux polluées, pour descendre jusque-là. Alors, les Américains nous disent que l'Algérie est le 3e pays sur le plan des réserves de gaz de schiste, qu'il y aurait de l'ordre de 19 800 milliards de mètres cubes de gaz de schiste à travers l'Algérie. Néanmoins, ce sont des chiffres tout à fait fantaisistes, parce que ce sont des chiffres extrêmement approximatifs. Ils sont basés sur des photos satellites qui ont été prises donc par les Américains, et par des procédés thermiques, on voit des formes et on pense qu'à cet endroit il y a du gaz de schiste, qu'à tel endroit il y en a également. Bon, et on a repéré comme cela 7 bassins de gaz de schiste. Néanmoins, on ne peut avoir la certitude de ces réserves qu'une fois que l'on a été foré, d'abord que l'on s'est assuré qu'il y a effectivement du gaz de schiste. Maintenant, quant aux réserves, c'est systématiquement des chiffres nettement inférieurs auxquels on aboutit une fois que l'on se lance effectivement dans l'exploitation, et pas uniquement du gaz de schiste, hein, que ce soit même le pétrole ou le gaz naturel, c'est pareil. C'est ce qui s'est passé en Pologne, par exemple, où les chiffres ont été finalement divisés par 10, hein, et ça a amené Chevron, enfin des compagnies pétrolières qui avaient été forées en Pologne, à abandonner. Au même moment, la rentabilité de ce gaz de schiste est très douteuse, d'abord parce que ces puits-là coûtent excessivement cher. Un puits pour le gaz de schiste coûte au moins 2 fois le prix d'un puits normal pour le gaz naturel, d'une part, et d'autre part, il a une durée de vie très limitée. Parce que le gaz naturel, lui, se trouve donc dans des couches qui sont poreuses. Et par conséquent, une fois que l'on a foré et que l'on commence à extraire
du gaz de ce gisement, étant donné que c'est pour eux le gaz qui se trouve beaucoup plus loin, qui se trouve à, j'en sais rien moi, à 1 km, 2 km, 10 km, va lui aussi avancer au fur et à mesure qu'il y a un vide qui se crée au niveau du puits duquel on est en train de pomper, ben, l'autre va avancer. Là, dans le gaz de schiste, étant donné que les roches sont imperméables et ne sont pas poreuses, une fois que l'on a fracturé la roche, on ne peut produire que la quantité de gaz qui se trouve dans la zone fracturée. Celle qui se trouve un peu au-delà, on ne la sort pas, parce que celle-là, elle continue à être dans une roche extrêmement dure. Et par conséquent, ce qui se passe, c'est que le long de du côté horizontal du puits, étant donné que l'on a fracturé tout le long, donc on a une sorte de tuyau qui a une certaine épaisseur, peut-être 100-150 mètres de diamètre, et donc long d'1 kilomètre, et c'est uniquement la quantité de gaz contenue dans ce tuyau que l'on peut sortir. Si l'on veut en avoir plus, eh bien, il faut fracturer encore plus haut, plus bas, plus loin, etc. Et par conséquent, ça rend l'exploitation encore plus onéreuse. Et c'est pour cela qu'on dit que les gisements de gaz de schiste ne durent que très peu de temps. La première année, c'est 60% de la quantité produite que l'on va sortir, et ensuite, tout de suite, ça commence à chuter, et un gisement de gaz de schiste ne dure jamais au-delà de 4-5 ans, c'est le maximum, alors qu'un gisement de gaz naturel, il n'y a qu'à voir à Sirmel ou d'autres gisements, ça fait 50 ans qu'il produit et qu'il continuera à produire. Alors pourquoi en est-on arrivé donc à chercher à exploiter le gaz de schiste en Algérie? C'est il y a maintenant 3 ans, c'est en 2012 que tout d'un coup, l'État algérien a découvert qu'il avait des problèmes avec le gaz et le pétrole produits en Algérie. Et tout d'un coup, on s'est aperçu que la consommation de gaz à l'intérieur du pays, la consommation nationale, était en train de grimper selon une courbe exponentielle. C'est-à-dire que l'on n'a rien prévu, on ne s'attendait pas à cela. Bon, à quoi ça sert d'avoir des organismes qui gèrent cela si on ne peut pas le prévoir. Et à ce moment-là, on s'est dit, tiens, dans quelques années, l'Algérie ne pourra plus honorer ses contrats à l'exportation. Donc, il faut trouver une solution. Au même moment, on s'est rendu compte également sur le tard, c'était également il y a 4-5 ans, que l'on a constaté tout d'un coup que la production pétrolière était en train de chuter. Et ça aussi, ça pouvait être programmé, on pouvait le savoir depuis longtemps. Sauf que, malheureusement, dans le cas de l'Algérie, nous avons eu pendant une dizaine d'années, nous avons eu un ministre de l'énergie qui était, pour moi, en mission, dépêché par un État étranger pour appliquer la politique qu'il a appliquée, à savoir produire le maximum de pétrole au détriment de la bonne santé des gisements pour satisfaire les besoins des États-Unis. En 2000, quand M. Chekib Khalil a été nommé ministre de l'Énergie, les États-Unis importaient 50 000 tonnes de pétrole par an depuis l'Algérie. En 2007, 7 ans après, les États-Unis importaient 22 millions de tonnes de pétrole depuis l'Algérie. Et sur le plan purement technique, ce qui a été fait sur les gisements algériens, et en particulier sur le plus gros d'entre eux, sur Hassim et Saoud, c'est simplement c'est monstrueux. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, bon, maintenant, sur un plan autre, politique ou autre, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais enfin, bon, c'est pas le but de notre entretien de ce soir. Et donc, c'est à ce moment-là, en 2012, que l'on a élaboré une nouvelle loi sur les hydrocarbures qui, 1 an après, a été adoptée par le Parlement. Et cette loi, donc, autorisait l'exploitation du gaz de schiste en Algérie, parce que tout ce que l'on a trouvé comme réponse à cette baisse de la production de gaz et de pétrole, c'était donc de remplacer une rente, qui était la rente pétrolière qui existait jusque-là, par une nouvelle rente, qui est donc la rente du gaz de schiste. Et
on a été, enfin, le gouvernement, le régime, a été encore beaucoup plus convaincu qu'il avait un gros problème, parce que malgré le fait que cette nouvelle loi sur les hydrocarbures accorde des conditions extrêmement avantageuses aux compagnies pétrolières, il y a eu depuis 2 ou 3 appels à la concurrence pour l'attribution de permis de recherche en Algérie. Les premiers se sont avérés tout simplement improductifs. Le tout dernier, qui a été lancé dont les plis ont été ouverts au mois de septembre dernier, sur 31 périmètres qui étaient proposés, il n'y en a eu que 4 qui ont trouvé preneur, et sur ces 31, il y en avait 7 qui étaient censés être dans des zones contenant du gaz de schiste. Il n'y a eu aucune proposition pour aucun de ces 7 permis. Donc, c'était pratiquement la panique au sein du régime, parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas selon leurs prévisions. Alors c'est pour cela que, étant donné que l'étranger ne semblait pas s'intéresser au gaz de schiste, donc on a mis le paquet à ce moment-là sur le rôle de Sonatrach. Je parlerai un peu plus tard de cet étranger, et entre autres de Total, et du rôle de Total dans cette affaire. Alors étant donné que le rejet de cette technique d'exploitation est universel, c'est partout à travers le monde que les peuples sont contre. Il n'y a que les lobbies pétroliers qui soutiennent cela. C'était la même chose également en Algérie. Alors pour faire passer la pilule, je dirais plus facilement, on a entendu le Premier ministre dire que non, tout ce que l'on était en train de faire pour le moment, c'est des tests, et que l'exploitation n'allait démarrer qu'en 2040. Comme si le fait de la reporter à 2040 la rendait plus acceptable. Hein. Ça veut dire, pour vous, pour cette génération d'aujourd'hui, vous n'allez pas en subir les conséquences. Ce sont vos enfants ou vos petits-enfants qui vont le sentir, donc c'est pas grave. En même temps, il nous dit que ce n'est pas une technique dangereuse, que l'eau que l'on utilise pour la fracturation n'est pas plus dangereuse que les produits que l'on utilise dans les couches bébés. Hein, et si donc on peut emmailloter un bébé avec ça, donc dans un papier que j'ai fait, je dis qu'il achète des couches et qu'il les plonge dans la mixture utilisée par la Sonatrach, et qu'il aille les offrir à quelqu'un qui lui est trop proche, puisqu'il pense... Bon, par ailleurs, on a entendu le ministre de l'énergie, alors lui, carrément menacer la population. Lui, c'est ça qui a déclenché justement le mouvement à Insalah. Il s'est rendu à Insalah, donc la veille ou l'avant-veille du jour de l'an, pour inaugurer le premier puits qui a été foré dans la région. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y avait 3 catégories d'opposants à l'exploitation du gaz de schiste. La première catégorie, c'était ceux qui ne connaissaient pas du tout la méthode, qui ne comprenaient rien, et que, bon, il faut simplement leur expliquer pour qu'ils... La seconde catégorie, ce sont les gens d'Insalah eux-mêmes qui avaient commencé à exprimer leur rejet, et il leur dit ce que vous êtes en train de faire, c'est vous agissez contre les intérêts du pays, et vous allez faire de l'Algérie un nouvel Irak ou une nouvelle Libye. Voilà, parce qu'ils se battent pour leur survie, donc ce sont eux qui vont provoquer la colère de je ne sais trop quelle grande puissance ou autre, et on va... Et ensuite, la troisième catégorie, c'était ceux qui travaillaient pour le compte des compagnies étrangères. Comme si celui qui travaille pour une compagnie étrangère et qui en même temps s'oppose à ce que cette compagnie étrangère vienne exploiter le gaz de schiste, alors je ne sais pas où elle est la logique, hein, j'aimerais bien qu'on me l'explique. Donc ça, c'est pour le côté menace, je dirais. Et alors des menaces, il y en a eu d'autres par la suite. Enfin, j'ai parlé de celle du président de la République il n'y a pas très longtemps. Et donc, je reviens quand même sur cette question
de chute de la production pétrolière qui a provoqué donc cette panique au sein de l'État, parce qu'il ne faut pas oublier que la rente pétrolière est utilisée par le régime pour acheter des consciences, pour acheter des partis, pour financer des organisations à travers le monde, et on achète des soutiens tout simplement grâce à la rente pétrolière et entre autres, y compris le soutien de très très grande puissance. Hein. Et à partir du moment où cette rente pétrolière diminue, on ne peut plus acheter ces soutiens et par conséquent, c'est la fin du régime, hein, automatiquement. Donc voilà ce qui explique, si vous voulez, cette panique qui s'est emparée d'eux. Alors, donc, M. Yousfi, le ministre de l'Énergie, va sur place, fait des déclarations de ce genre. Automatiquement, le 1er janvier, les gens d'Insalah sont sortis dans la rue et depuis, cela fait maintenant 100 jours qu'ils manifestent tous les jours leur rejet de ce gaz de schiste. Ils ont établi, comme vous le savez, un moratoire, une demande qu'ils ont adressée au président de la République, dans laquelle ils lui démontrent non seulement la nocivité de la technique, mais ils demandent même à ce qu'il y ait des rencontres avec les représentants de l'État qui auraient proposé donc que le gaz de schiste soit permis par la loi, que l'exploitation du gaz de schiste soit permise par la loi, et qu'il y ait des discussions entre spécialistes et que l'on examine, puisqu'ils prétendent que ce n'est pas dangereux. Parlons-en. Évidemment, cette demande de moratoire n'a reçu aucune réponse jusqu'à ce jour. Et bien au contraire, on a entendu donc M. Bouteflika dire le 19 mars dernier, ou tout au moins, on lui attribue la déclaration, parce que c'est une déclaration qui a été lue par un de ses conseillers. Je vous cite textuellement ce qu'il a dit. « D'aucuns sont hélas nombreux à se laisser aller pour des motifs futiles, à commettre des actes de vilainie morale et d'incivilité totalement incompatibles avec les fondements et les constituants d'une citoyenneté authentique et responsable. » Ça, il s'adresse aux gens d'Insalah. Voilà ce qu'il leur dit. Et il leur dit: la situation nous met dans l'extrême obligation d'user d'un surcroît de fermeté et de rigueur pour défendre l'État. Donc c'est le bâton, hein, c'est pas autre chose qu'on leur promet. Bon, et il y a eu évidemment, pour essayer, le régime a essayé de casser ce mouvement de rejet qui s'est créé au niveau d'Insalah en utilisant les méthodes qu'il a l'habitude d'utiliser chaque fois qu'il a eu une opposition quelque part qui s'est créée, soit par un mouvement citoyen, soit par un parti politique, soit par d'abord l'infiltration. On essaie d'infiltrer et de manipuler de l'intérieur ce mouvement. La première des choses qu'ils ont faites au niveau d'Insalah, dès les premiers jours, dès les premières manifestations, ils se sont arrangés pour envoyer leurs hommes qui sont allés à l'intérieur donc de ces manifestations et qui se sont mis à distribuer des tracts au nom de Daesh. Donc, comme quoi, c'est ce fameux Daesh qui fait peur aux plus grandes puissances du monde qui est en train de manipuler ce mouvement et qui est en train donc de s'installer à Insalah. Ceux qui distribuaient les tracts ont été pris par les gens d'Insalah, ils ont été filmés et évidemment ils ont été éjectés. Il y a la violence. On a essayé, comme ça se passe également chaque fois, là il faut noter que c'est la première fois qu'en Algérie il y a un mouvement citoyen qui ne demande pas, qui ne formule pas de demande politique, ils ne demandent pas le changement du régime, ils ne disent pas Bouteflika dehors, etc., dégage, ni quoi que ce soit. Ils n'ont pas de revendications matérielles, à l'inverse de ce qui se passe par ailleurs, très souvent. Ils ne demandent pas d'augmentation de salaire ou de logement ou je ne sais trop quoi. Ils demandent simplement à ce que l'on arrête cette exploitation de gaz de schiste et ils font ça d'une manière pacifique. Et là, le régime n'a pas l'habitude de ces choses-là. Ceux qui demandent d'habitude de l'argent, bon, on met quelques millions de dollars sur la table que l'on distribue et puis avec ça, on calme
les ardeurs des gens. Ceux qui formulent des demandes politiques, bon, on essaie de les infiltrer plus ou moins, ou on essaie également peut-être de les acheter d'une certaine manière. Mais là, que faire face à ces gens-là? Alors, on a essayé de faire en sorte que le mouvement devienne violent. Et à partir du moment où il deviendrait violent, ça justifie beaucoup plus facilement l'intervention de CRS, de flics, enfin... Ils ont réussi à le faire un jour, je crois que c'était le 28 février dernier, où il y a eu une délégation des habitants d'Insalah qui voulaient aller délivrer leur moratoire aux gens d'Ali Burton, puisque c'est Ali Burton qui travaille à 35 km exactement de la ville. Alors le forage, au bout de quelques kilomètres, vous ne pouvez plus y aller. Hein. Il est complètement entouré donc, de forces de l'ordre, entre guillemets, et on ne peut pas pénétrer. Et là, il y a eu évidemment un affrontement entre les populations locales et les flics. Ça a duré une journée, mais tout de suite, les choses ont été reprises en main par le collectif de gaz, anti-gaz de schiste d'Insalah, et le mouvement est redevenu pacifique comme il était jusque-là. Et donc, cette arme aussi n'était plus utilisable par le régime. Alors, la troisième arme, et c'est celle qu'ils sont en train d'utiliser actuellement, là aussi c'est toujours la même technique. Quand il y a un mouvement d'opposition donc, qui pose des problèmes, on lui crée un clone. Et le clone va faire qu'en sorte que l'on arrive à avoir, pour la même organisation, on a deux entités, et au bout d'un certain temps, on ne sait plus quelle est la bonne, est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est celle-là. Alors la création de clones, comment qu'ils la font, et c'est ce qui a été fait, dans le cas d'Insalah, on s'arrange toujours pour déléguer quelqu'un qui va s'affirmer plus royaliste que le roi, qui va demander beaucoup plus que ce que ne demande ce mouvement. Et une fois que cette personne s'affirme un peu comme le leader, puisque c'est lui qui demande et là, dans ce cas particulier, ce sont des demandes politiques qui ont été formulées par la personne qui a été dépêchée sur le champ. Et alors ce n'est pas du tout l'intention des gens d'Insalah. Ils n'ont aucune demande purement politique. Et par la suite, bon, on essaie de faire en sorte que l'on dévie le mouvement vers autre chose. Alors, c'est de là que vient l'idée dont a parlé M. Taleb tout à l'heure, où on propose aux gens d'Insalah de remplacer la fracturation hydraulique par la fracturation au fluoropropane. Alors, la différence entre les deux, l'un c'est la peste, l'autre c'est le choléra. Je vous le dis tout de suite, parce que l'injection au fluoropropane, ça consomme autant d'eau, si ce n'est plus, que la fracturation hydraulique. Le fluoropropane, c'est un mélange, donc, comme son nom l'indique, de propane et de fluor, qui est injecté à la place de l'eau, mais toujours avec le sable et toujours avec certains produits chimiques, pas autant que dans l'autre cas, mais néanmoins, déjà en lui-même, c'est un véritable poison, parce que d'abord, le propane, c'est un gaz que l'on utilise essentiellement dans l'industrie. Tous comment dirais-je, pour les soudeurs, c'est ce qu'ils utilisent, hein, c'est des flammes au propane avec lesquelles... bon, donc ça va évoluer très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'une eau polluée vers les zones qui contiennent donc les zones d'aquifères. En même temps, c'est un produit qui est extrêmement cher, encore peut-être plus cher sur le plan purement du coût, hein, que la production de l'eau, sauf que, évidemment, l'eau, il y a en plus le dégât qui est provoqué par la production d'eau. Donc, et, chose bizarre, c'est la première fois que l'on voit le régime algérien, puisque la personne qui est dépêchée se dit, tout au moins, être mandatée par des autorités,
Alors ce serait la première fois que l'on constaterait qu'en Algérie, que les autorités veulent avoir l'avis de la population avant de décider quoi que ce soit. Parce qu'on leur dit, on est venu demander votre avis, est-ce que on veut vous proposer de remplacer donc la fracturation hydraulique par la fracturation au fluopropane, si vous êtes d'accord. Bon, la réponse a été rapide et a été, à mon avis, extraordinaire de la part de la population. C'est toute la ville d'Insalah qui a dit non au cours d'un meeting donc, populaire qui s'est fait sur la fameuse place Soumoud et qui leur a dit non. Donc ce n'est pas un petit comité, ce n'est pas le comité anti-gaz de schiste qui a dit non, c'est toute la population qui a dit non. Et ça, ça aussi, c'est une gifle extraordinaire pour le régime parce que là, on peut pas manipuler. On peut manipuler quelques personnes, mais on ne peut pas manipuler toute une foule, L'autre méthode que l'on a utilisée pour essayer de casser également le mouvement, c'est la carotte. Alors la carotte, on essaie de faire en sorte de faire des propositions mirobolantes aux leaders du mouvement. C'est ce qui a été fait, puisque le mouvement de gaz, anti-gaz de schiste d'Insalah avait un leader dont tous les journaux algériens en ont parlé pendant longtemps, et le Premier ministre lui propose bons et merveilles. Bon, et le gars a cédé à la tentation, et comme au sein du comité de ce que l'on appelle le comité des 22, puisque c'était un groupe de 22 personnes qui sont au sein de ce collectif de gaz anti-gaz de schiste, il y avait fatalement des gens qui étaient avec lui, avec ce leader. Probablement, enfin je suppose tout au moins que le gars ayant des propositions mirobolantes par ailleurs, dit si j'obtiens moi ce que l'on me promet, bon, toi je te proposerai pour ça et toi je te proposerai pour ça. Bon, il réussit évidemment à entraîner 3 ou 4 personnes avec lui et avec ça, on espère casser le mouvement. C'est ce qu'ils ont réussi à faire pendant un certain temps, sauf que là, les choses ont repris leur cours normal et la réponse qui a été donnée, donc, à la proposition du fluoropropane, parce que tout ça, ça date de 2-3 jours. Hein. C'est le nouveau collectif de gaz anti-gaz de schiste qui a piloté cette manifestation et qui a réussi à remobiliser toute la population. Voilà, très brièvement, ce que je voulais vous dire sur cette question de gaz de schiste en Algérie. Évidemment, je suis à votre disposition pour toute question pour plus tard éventuellement. Je vous remercie. Merci.